Alors maintenant, nous avons avec nous Kat et Boom, deux amis, semble-t-il, dans la vraie vie. Peut-être même comme les proto-Iris et Sviane. Est-ce que ça peut être le cas? Mais non, on n'est pas pareil. Pourquoi proto-Iris et Sviane? Ils sont venus avant nous. Alors, on va commencer par... C'est qui la plus... C'est qui a commencé à faire de la BD en premier? Ça serait Boom. Boom a commencé en premier. Bon, ben ça... Fait qu'on va commencer par la petite dernière d'abord. Tu sais, toi, t'as déjà de l'expérience et tout. Alors, Kat, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors là... J'ai une question. Comment tu l'appelles? C'est pas Kat, c'est ça? Cab. C'est Cab. Moi, une autre ici, tu sais, on dit T, B, c'est la même chose. Alors, Cab ou taxi, si tu aimes mieux. Cab. Mais pourquoi Cab? Oui, oui. Pourquoi Cab? C'est Caroline Brault. Ah. Puis, prends-la de mon nom de famille. Moi, mon surnom radio, c'est FM, parce que c'est mes initiales, mais ça tombe bien, je dis podcast, fait que c'est FM. Je remercie mes parents pour ça. Non, mais FM, moi, je regardais ça, je voyais Cab, puis là, je voyais Boom, puis là, j'étais comme, c'est du concept, genre Cab-Boom. Oh! De l'humour ici à l'émission. Je dois pas être le premier, quand même. Non, c'est fréquent. Le monde pense que c'est fait exprès. C'est un addon. Moi, Boom, c'est un surnom que je traîne depuis que j'ai 2 ans. En fait, non, c'était Sam Boom parce que je m'appelle Samantha. Mais, tu sais, quand le temps est venu de me faire une personnalité Internet à l'âge de 13-14 ans, puis qu'il fallait pas dire notre vrai nom, j'ai pris Boom. Puis, ben, c'est resté. Puis, elle a pris un pseudo, elle aussi. Puis après ça, on s'est rendu compte, ouais, c'est vrai que ça fait Kaboom. Mais quand on travaille ensemble, on dit pas Cab et Boom, on dit Boom et Cab. Ça a l'air Boom et Cab. Ça a l'air moins fou, effectivement. Ouais. Alors, Cab, tu viens de produire ton premier album qui s'appelle Hiver nucléaire. Oui, exactement. C'est sorti au mois de septembre. C'est notre premier album en couleur chez Front Froid. C'est une histoire de comédie de science-fiction qui se passe à Montréal, 9 ans après un accident nucléaire qui cause un hiver perpétuel. À cause du gouvernement Couillard. Je sais pas, c'est peut-être le gouvernement Couillard à cette époque-là. On sait pas, on espère que non. En 2020, non, on aimerait ça que ce soit plus là. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait aux voisins de Boom qui ont fait une histoire de zombies, mais qui se passe à Québec en 2024. Et toi, en 2020, on a un hiver nucléaire à Montréal. Donc, c'est comme si les deux univers se rencontraient. C'est intéressant, sans même se rencontrer. Ben, j'avoue que ça serait intéressant. Des zombies à Québec et des mutants à Montréal, bof, tu sais, c'est pas très différent de ce qui se passe en ce moment, là, mais... Mais pourquoi Montréal? Pourquoi pas une autre ville? J'imagine parce que tu habites à Montréal, mais pourquoi à Montréal plutôt qu'ailleurs dans le monde? Ben, en fait, c'était vraiment plus pour montrer l'hiver montréalais que de montrer un hiver nucléaire en tant que tel. L'idée m'est vraiment venue de la relation que les Montréalais ont avec leur hiver, qui est vraiment une relation d'haine-haine. Et, c'est pas amour-haine, c'est il n'y a pas d'amour dans l'hiver à Montréal. Il n'y a personne qui aime ça. Puis les gens qui aiment l'hiver au Québec, c'est ceux qui vont faire du ski puis qui prennent pas l'autobus. Ou de la raquette. Ou de la raquette. Je prends l'autobus, puis j'aime l'hiver. Je t'écœurais comme tout le monde à la fin, mais c'est pas du pays, je fais avec. J'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Non, il fait frais. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça, l'hiver. Puis quand t'es rendu avec des enfants, t'as pas le choix d'aimer l'hiver. Ouais, la mienne est encore jeune. Elle a peur de la neige. C'est pas si pire. Chanceuse. Varié pour une autre année, je pense. Donc, pourquoi l'idée d'un hiver nucléaire? Qu'est-ce qui t'a amené à dire « Hey, je vais écrire une histoire, puis Montréal va être enseveli sous la neige pendant quasiment 9 ans? » Ben, l'idée est vraiment venue... enfin, un hiver nucléaire, c'est un phénomène météo hypothétique qui existe. Là. C'est dans le dictionnaire. Ce serait causé par soit un volcan ou des explosions... un phénomène qui obscurirait le ciel assez longtemps pour que la température baisse. Mais ça serait jamais bon, comme dans mon histoire. Mais l'idée m'est venue un printemps, fidèle printemps de 2012, quand je marchais sur la rue puis je me rendais compte à quel point c'était dégueulasse. Quand la neige fond, c'est vraiment sale. Je me suis dit, à quoi ça ressemblerait si ça durait 1 an? Puis à quoi ça ressemblerait si ça durait 10 ans? Puis là, je suis partie avec cette idée-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui causerait un hiver perpétuel? Oh, un hiver nucléaire! Oh my God! À Pointe-aux-Trembles en plus, là. Ouais, ben tu sais, où est-ce drôle qu'on mettrait une centrale nucléaire qu'à Pointe-aux-Trembles? Ils sont déjà pas chanceux à la base, fait que...
Je suis parfaitement d'accord. Mais il existe récemment qui est sorti une série web qui parlait justement d'un hiver perpétuel. Est-ce que tu avais vu la série? Non, c'est Temps mort. C'est Temps mort, c'est ça. Je mélange toujours avec Projet M. C'est pas la même chose. Ben, c'est la même gang qui l'ont fait. C'est la même gang, c'est ça, c'est la même gang. Mais non, j'ai même pas lu la série. Je suis pas la même, là. Vu ou lu, ou tu vois, je sais même pas. Je sais même pas. Je suis où, là? L'ironie, c'est que tout le monde y en parle. Ouais. À cause de ça. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est Temps mort, ça. Là, je l'ai pas vu moi non plus, mais c'est. Oui, je l'ai vu. C'est déprimant, ça va pas bien. C'est le malheur. Ben, hiver nucléaire, c'est drôle. C'est juste la vie la vie continue. C'est l'hiver, puis c'est plate, mais la vie continue. Moi, c'est ça que je trouve rafraîchissant de l'histoire de Cab. C'est ce qu'elle dit, là. Mais est-ce que tu dis ça parce que c'est ton ami, puis tu dis, bon, tu sais, je veux pousser son œuvre, ou c'est vraiment sérieux? Ça peut-tu être les deux? Non, je sais pas. Ben, c'est les deux. Mais oui, non, j'aime ça pour vrai. Puis en plus, moi, j'avais le premier œil dessus. Elle m'envoyait chaque planche pas finie. Puis j'ai sûrement été responsable d'une couple de tournures dans ton scénario. Ouais, puis tu me disais quand je faisais mes mains puis mes cases à l'envers, puis quand je faisais des fautes d'orthographe. Hey, la blessure de Marco change de place. Ouais. Je disais, c'est pas grave, il y a personne qui va s'en rendre compte. Puis là, je recevais plein de emails, puis plein de commentaires. C'est pas dessiné. Puis j'aurais dû écouter Sam. Puis j'ai une question. On voit des ratons laveurs parce que le Mont-Royal, il y a des ratons mutants, mais il n'y a pas de lapin mutant. Parce que quand on va sur tes strips, t'as l'air d'avoir un lapin chez toi? J'ai. Ben, mon ami le reptile en a deux lui aussi. Il n'arrête pas de me dire, ditch tes enfants puis achète-toi des lapins à la place. Je vais me mettre dans la merde si je commente là-dessus, mais... J'arrêterais de te dire ça si t'arrêterais de chialer sur tes enfants. Mais je les aime. Il y a juste un matin de cul, c'est pas pareil. Tes enfants, ils mangent-tu tes coins de porte? Ah, des fois, c'est... En tout cas... Mais non, il n'y a pas de... Ben, des lapins, écoute, moi, ça fait 30 ans que j'habite à Montréal, puis j'en ai vu juste un en liberté. Ils sont très discrets. J'aurais pu en faire, mais je pense que la faune montréalaise la plus commune, c'est vraiment les écureuils, les pigeons, les ratons, les sans-abri. Mais tu sais que moi, j'avais pas compris lapin. Quand tu l'as dit, j'ai compris rabbin. Puis là, j'ai pensé à des rabbins mutants. Ça se passe dans le Myland, puis je trouve ça vraiment drôle. Tu le noter? Oui, note-le. Ben, j'allais t'en faire une suggestion pour le prochain volume. Ah, let's go. On aide comme ça, nous autres. Hein? On a quelque chose. As-tu une question? Ben, en fait, non, parce que j'apprends. Je suis totalement néophyte à ce monde-là. Fait que j'écoute attentivement. Puis, Bon, parce que monsieur, c'est la première fois qu'il vient à un rendez-vous de la BD. Et tout ce qui... Il est conseiller en comic book américain dans la boutique où est-ce qu'il travaille. Et donc, il m'a dit, ben, écoute, j'ai là avec toi parce que depuis peu, on a commencé un podcast. Et puis, c'est ça. Fait qu'il voulait rencontrer les auteurs puis qu'est-ce qui se faisait. Donc, en ce moment, il capote. Ben, je suis contente que tu découvres des œuvres locales. C'est pas vraiment le même format, mais n'empêche que ça, c'est pas loin du issue américain. Là. Je pense que c'est pas mal le même format de papier, mais c'est plus de la mise en page à l'européenne. Ben, c'est les deux influences. Là. Ben oui, c'est le fun, on est dans le milieu de ça. On est influencé par influencé par l'Europe. Oui, OK. Là, la BD européenne, vu qu'on peut la lire, vu qu'on parle français, c'est pratique, mais on parle anglais aussi parce qu'on est au Québec, Canada. Fait que moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. On peut essayer toutes sortes d'affaires. On n'est pas à se limiter à rien. Ben, c'est ça, en fait. Là, ici, à la table, là, je vois des dessins d'emprunter l'univers du comic book. Boum, à ta table, on voyait emprunter l'univers du jeu vidéo, puis tout ça. Donc, il y a quelque chose là, par rapport à la culture américaine, la culture geek américaine un petit peu. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans vos œuvres? Ou... La culture geek américaine, moi, pas vraiment. C'est plus le Japon, je pense. Juste le Japon. Mais c'est vrai que c'était... Ben, j'ai lu du manga, mais pas tellement. J'ai pas été très fine dans le manga, assez pour être influencé. Là. Ouais, j'ai dessiné manga toute mon adolescence. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui passent par là. Ouais, moi, je lis pas de comic book américain. En tout cas, on lit des indies américains, nous autres. Comme lesquels? Avez-vous des titres préférés? Peut-être plus des auteurs. Okay. Mais moi, je lis beaucoup de trucs sur Internet aussi. Là, des gens du webcomic. Moi, j'aime bien Girls with Slingshots. J'aime bien ce que Ross Campbell fait, mais pas de toute son œuvre. Lui, c'est plus tellement... Quoique là, il fait un webcomic ces temps-ci, mais lui, il a fait Wet Moon puis Shadow Eyes. Il a repris les Ninja Turtles aussi. Oui, puis là, ça va être lui qui va faire Gem.
Ouais, Jem revient à la vie, puis c'est lui qui... Non, mais il dessine... C'est le fun, les designs qu'il a fait. Lui, moi, je pense que ça va être meilleur, là. Moi, j'ai des mauvais souvenirs de Jem et les hologrammes, là, qui jouait à TVA, CFTM 10 à l'époque, puis c'était pas bon. Non, c'est pas très bon, là. Je pense qu'il y a un facteur nostalgie. C'était du glam rock, là. Avec des gros cheveux. Ah, mais j'aimerais ça avoir des cheveux comme ça. Sinon, qui d'autre? Kate Beaton. Je sais pas, j'en lis-tu, moi, de la BD? J'en lis pas tant que ça. Moi, Jess Fink. Je trouve ça drôle que tu demandes à ta chambre, j'en lis-tu, moi, de la BD? C'est comme de dire, je me suis-tu lavé à matin? Ben ça, je sais, c'est assez lavé, on a dormi dans la même chambre. C'est vrai. Oui, mais c'est correct, c'est parce que tout le monde sait qui c'est Gatineau. C'est le Las Vegas du Québec. Oui, c'est totalement logique. Je veux dire, on a un casino, les Ontariens viennent ici pour avoir du fun, on a les plus belles femmes, on a un rendez-vous de la BD de la Gatineau. Ici, on peut boire à 18 ans, là-bas, tu peux pas. Il y a bien des affaires que les Montréalais ne savent pas de Gatineau. Moi, je viens de Montréal, puis vraiment... Tu peux boire à 18 ans à Ottawa? Non. Ben voyons donc! Non. C'est pour ça que les bars ferment de bonne heure. C'est quoi l'âge? 19. 19? Ah, j'allais dire. Au minimum. Juste pour faire suer. Fait que c'est pour ça que pendant des années à Hull, les anglophones sous débarquaient à Hull, où est-ce qu'on est, puis que là, c'était des batailles entre les francophones et les anglophones. Puis c'est pour ça qu'à Hull, les bars ferment à 2 heures, puis qu'à Gatineau, à Ottawa, ils ferment à 2 heures, parce qu'avant, ils ferment à 3 heures ici, puis l'autre bar, ils ferment à 1 heure. Fait que pour arrêter la chicane, ils ferment les bars à 2 heures des 2 bars, mais si tu vas à Elmer ou à Gatineau, les bars ferment à 3 heures. Wow! Eh ben. Hein? Le Myland, c'est pas super, hein? Non, le Myland, c'est pas super. On a une faune anglophone, mais un peu plus nombreuse, disons. Mais nous, on vient pas du Myland, on vient de Schlager Maison. Non, mais je veux dire, si tu as vécu à Montréal, tu t'es déjà promené dans le Myland, tu sais. Oui, mais je voulais juste dire que nous autres, on est dans la partie de Montréal où le monde ne parle pas anglais. Le monde parle pas vraiment français. Pas français non plus. Hey, on a passé la même affaire. Le bon vieux quartier à Amlas. Mais moi, j'ai travaillé dans le Myland. J'étais aussi au Lunac avec les gars du studio Lunac. Puis j'ai passé une partie de l'année passée là. Puis, tu sais, oui, je connaissais ça. C'est le plateau, on s'entend, là, le Myland, c'est sur le plateau. Mais c'est intéressant comme coin, là. On voit ça aussi au niveau de ta bande dessinée, ce que tu penses du Myland, puis du plateau, puis les hipsters. Puis... Moi, j'en pense à rien, là. Je veux dire, je sais que je me fais souvent parler des hipsters que je nomme jamais comme tels dans la BD, soit dit en passant. Puis... Est-ce que Boom fait partie des hipsters? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'elle est dans la BD, à un moment donné. C'est tout-tu? Dans l'appartement Marco, elle rentre, puis il y a quelqu'un qui ressemble à... Elle a une coupe de cheveux. Elle a une coupe de cheveux à la mode, fait qu'automatiquement, je te mets dans le même bain. Ouais, le festival de hipster à Montréal, l'Exposine, là, ma coupe de cheveux n'est plus flyée pendant tout. C'est vrai. Mais... J'ai toujours eu de la barbe avant que ça soit hot. Puis maintenant, tout le monde me dit « Ah, mais t'es rendu un lumbersexual. » De quoi tu parles? Ben, tu portes une chemise de carottée puis t'as une barbe. Ouais, mais c'est parce que j'ai ma puberté à 16 ans, là, tu sais. Puis moi, je me raserais pas, c'est tout, là. Ouais, les modes puis les styles sur... c'est vraiment un microcosmos sur... dans le Myland, puis les modes sont super spécifiques. Puis quand il y a un gars qui est habillé d'une façon, ben tu sais que la semaine d'après, ils vont tous être habillés pareil. Puis... tu sais, c'est facile d'en rire, mais c'est aussi intéressant, tu sais, de se promener puis de voir des magasins avec comme des belles affaires dedans. T'es comme, ouais, finalement, ils ont peut-être quelque chose, tu sais, ils ont peut-être compris quelque chose qu'on comprenait pas, puis je sais pas, c'est vraiment... Puis, c'est quoi qui vous a amené à faire de la BD? On n'aurait pas de poser, on a posé la question à Ariel Godbout, on pose la question à tout le monde. Qu'est-ce qui a fait en sorte comment vous avez dit, hey, c'est quoi, ça me tente de faire de la BD? J'en ai fait, j'ai arrêté, trop de troubles, j'avais pas de talent. Fait qu'à cette heure, j'ai de la radio. Fait que, plus simple. Mais moi, j'ai fait du dessin animé. Je suis animatrice de formation. Fait que j'étais en dessin. La BD, c'était quelque chose qui m'intimidait. Puis j'en ai fait un petit peu pour des mini-collectifs que des amis avaient mis sur pied. Puis c'était une affaire de 3 pages. Puis moi, ça m'engageait à rien. Puis, mais pourquoi j'ai commencé à faire de la BD? Dans le fond, c'est un facteur chance. Il y a les boomeries, admettons, j'ai commencé ça pour... c'est un événement d'une journée. C'est chaque année, le 1er février. C'est le Hourly Comic Day. Tu te lèves le matin, tu fais un strip par heure pendant tout le long de la journée, puis tu racontes ta journée.
Fait qu'il y a des gens que ça peut être très ordinaire. Là, comme, entre midi et 1h, j'ai dîné. Entre 1h et 2h, j'ai fait de la BD parce qu'il faut que je fasse de la BD aujourd'hui. Moi, je me suis dit, je vais pas prendre je vais pas faire ça comme ça, je vais fonctionner d'une autre façon. Je vais raconter des mini-anecdotes qui se sont passées dans ma journée. Puis, c'était une affaire d'un jour, ça m'engageait à rien non plus. Je me suis dit, c'est une affaire, bon, j'ai fini, ma journée est finie. Sauf que là, mon feed Twitter a explosé. Le monde est comme, non, t'as trouvé ton truc, c'est vraiment drôle, continue. Puis là, moi, j'étais un peu incrédule. Voyons donc, moi, je fais du dessin animé, là, je fais pas de la BD. Fait que j'ai fait un test. La semaine d'après, il y avait un autre événement dans le genre. J'ai participé. J'ai encore eu le même genre de réponse. Puis après ça, j'en ai fait un par jour pendant une semaine pour un autre événement. Puis après ça, je me suis dit, écoute, non, c'est faisable. Je vais essayer de faire ça, de faire un webcomic. J'en ai fait un webcomic. J'ai investi un petit peu dans de la pub. J'en ai parlé. Puis après 6 mois, j'ai tenté le terrain. J'ai dit, OK, aimez-vous ça? Est-ce que je fais des livres? Là, on a dit oui. J'en ai imprimé un petit peu. Puis 3 jours après, il a fallu que j'en réimprime. Fait que je me suis dit, je pense que ça marche. Fait que j'ai du fun. Fait que je vais continuer. Puis là, je suis encore là. Je suis rendue à 4 volumes, bientôt 5. J'ai eu un bébé, ça m'a pas dérangé. J'ai continué. Puis après ça, j'ai fait un autre livre. Ça m'a permis de ramasser mon courage pour faire quelque chose de plus étoffé. Mettons, une grosse histoire d'une centaine de pages là, que j'aurais jamais pensé faire avant. Pourquoi les toilettes? Parce que souvent, tes strips ont rapport avec des rêves que tu fais sur les toilettes. Quand tu vas faire caca ou pipi. Oui, serpent, ça t'a l'air bizarre, mais oui, c'est ça. L'inspiration. Mais c'est des rêves. Si je le savais, je ferais peut-être pas de rêve. Non, je pense que n'importe qui peut faire des rêves de toilette dans sa vie, là, mais évidemment... Pas à ce point-là. Non, maintenant, j'en fais beaucoup. En fait, c'est que je me rappelle beaucoup de mes rêves. Point. Ça, je pense que c'est signe que je dors pas bien, que je me réveille souvent en plein milieu de mes rêves, ou quelque chose dans le genre. Les rêves de toilette, je pense que c'est dû à mon chum qui part travailler le matin. Ça me réveille. Il met le cadran à 6 heures, puis qui met jusqu'à pendant 1 heure, c'est ça? Puis... Donc, il se lève le matin, il va travailler. Là, moi, je me rendors, puis, tu sais, le matin, normalement, ta vessie est pleine. Je pense que c'est mon corps qui est comme... T'aurais peut-être dû aller pisser avant de te rendormir. En gros, c'est ça. Mais dans mes rêves de toilette, évidemment que les toilettes sont jamais normales. Il n'y a pas de porte, le monde passe, ils te font salut. Ou bien, il y a des portes, mais ils sont transparents. Ou... il n'y a pas de bol, c'est juste une espèce de petit siège avec un trou et un tapis en dessous. Puis moi, dans mon rêve, au lieu de me dire c'est vraiment dégueulasse, je me dis, mais le caca, lui... Puis j'ai jamais pensé que ça allait devenir un running gag. J'en ai fait plusieurs, puis finalement, le monde a commencé à m'en demander. Je suis allée en Corée du Sud. Je recevais des messages de mes lecteurs du genre « Hey, j'ai hâte de voir quelle BD tu vas faire sur les toilettes là-bas. » Mais je suis allée à Séoul. Séoul, c'est une métropole, c'est une ville très propre, très américanisée. Les toilettes... c'était des toilettes. Oui. Il a fallu que je gratte, que je cherche vraiment qu'est-ce qui était de spécial. Puis finalement, j'ai trouvé, il y avait une tablette à bébé dans une des cabines. Tu baissais une tablette, il y avait des trous dedans, tu pouvais mettre ton bébé dedans, puis toi, tu faisais pipi, puis lui, il est accroché sur le mur. Sur le coup, j'ai trouvé ça weird, mais maintenant que j'ai un bébé, c'est vraiment utile. Ouais, j'y pense en ce moment avec mon enfant de 5 ans puis 2 ans, des fois. Fait que c'est ça. Bref, là, maintenant, je vends des macarons avec des bols dessus, puis... c'est rendu mon running gag, ma marque de commerce. OK, maintenant, je comprends c'est qui a acheté le macaron. J'ai un couple d'amis qui sont venus avec leur petite fille, puis elle avait un macaron avec une toilette dessus. Maintenant, je sais où ils l'ont acheté. Ben oui! Et toi, Miss, qu'est-ce que tu as amené à faire de la BD? Tu voulais faire comme ta meilleure amie? En fait, on a toujours dessiné ensemble. On a commencé à dessiner ensemble, puis c'est probablement ça qui m'a fait dessiner à la base. Mais moi, j'étais en graphisme, fait que j'ai appris des techniques d'illustration, puis ça a juste exacerbé mon amour du dessin. Puis de fil en aiguille, on allait dans des drink and draw avec du monde du cégep, puis on allait dans des bars, on se prenait des bières, puis on dessinait en gang. Puis, moi, je dessinais pas. J'aime juste les drinks. Non, tu dessinais. Ah non, les là, drinks and draw, moi, je suis pas forte sur le doodlage, moi, le doodling, là. Toi, tu dessines pas quand tu viens dans les salons, hein? Non, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Il faut que j'aille mon idée. Là. Je regarde ma feuille blanche puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Elle travaille, elle. Mais ouais, moi, dans les drink and draw, je drink. Je draw pas. Moi, je faisais les deux. Puis à un moment donné, cette gang-là a décidé de partir un petit collectif indépendant. On n'avait pas de maison d'édition, quoi que ce soit. Puis le monde se sont organisés. On fait un petit collectif qui est paru, je sais pas, une 50aine d'exemplaires. Là, c'est passé
fait imprimer ça en couleur, mais ça m'a donné l'occasion de faire ma première bande dessinée en 3 pages. Puis après ça, j'ai fait l'atelier de Jimmy Beaulieu, au Cégep du Vieux. Avec moi. Avec toi. Puis on est 2 anciennes du Cégep du Vieux. Fait que... puis après ça, je me dis, si je peux faire 3 pages, je peux en faire 12, je peux peut-être en faire 75. Fait que j'ai dit, je vais commencer un webcomic. Si je fais un webcomic, si je fais une page par semaine, ça va me motiver, parce que j'ai toujours eu une présence en ligne. Puis je me suis dit que de cette façon-là, j'étais pas obligée d'attendre de faire un pitch, puis dealer avec les éditeurs. Il y a aussi que ça fait longtemps que nous deux, dans le fond, on a des personnages, puis on fait des histoires, puis... Mais Caro, elle fait jamais rien... Elle avait jamais rien fait de fini. Non. Ou presque rien d'abouti. T'as fait une version de ton histoire en prose. Mais c'était comme le moyen d'exorciser, de faire un projet du début à la fin, puis d'avoir le web comme motivation. Tu sais, d'avoir un lectorat, là. T'sais, même si ça te tente pas, tu te dis, ouais, mais il y a peut-être des gens qui vont trouver ça plate d'arriver lundi matin puis de pas voir de page. Ouais, c'est ça ta motivation. C'est un super bon incitatif pour faire... pour continuer, là, pour faire une page chaque semaine, beau temps, mauvais temps. C'est un rythme quand même assez infernal, là. Mais quand j'étais arrivée à la fin, j'étais contente. Puis 2-3 mois avant la fin de l'apparition en ligne, j'ai su que j'avais gagné le concours anticyclone de Front Froid, puis que j'avais été, que j'étais pour avoir un album papier. Fait que c'est avec le cœur léger et plein d'espoir que j'ai fini le webcomic en avril cette année. Puis le livre sortait en septembre. J'ai passé tout l'été à faire des corrections. J'ai fait un bestiaire à la fin. J'ai fait les fiches des persos. J'ai vraiment pris mon temps pour faire la mise en page, faire beaucoup de corrections de texte, des corrections de dessin aussi, là, des lignes puis du coloriage que j'avais comme botché un peu parce que je mettais mes pages en ligne comme le dimanche à 11h30 là, avant l'apparition du lundi matin. Mais je sais pas, je suis pas sûre que c'est un procédé que beaucoup de personnes sont passées à travers, là. Je pense que si j'avais eu à passer par les canaux officiels, je me serais peut-être tannée parce que je suis trop intimidée par les éditeurs puis faire des pitchs puis ces affaires-là. Fait que je me suis dit, si je le fais en ligne, personne qui va me faire mais là, suivre. Tu serais peut-être moins intimidée, là? Ben non, mais maintenant que je sais comment ça marche, maintenant que j'ai fait les festivals puis que je peux boire avec mon éditeur, ça passe mieux, tu sais. Maintenant, la question que tout le monde te pose tout le temps. Y va-tu y avoir une suite à Hiver nucléaire? Oui, je pense que oui. Je suis en train d'écrire un scénario. Tu penses? T'es en train de le faire. Moi, mais tu sais comment je m'engage jamais. Moi, je pense que je fais des affaires que peut-être que je vais les faire. J'aime pas ça prendre des engagements. C'est trop sérieux. Je veux pas avoir des conséquences à mes gestes. Fait que je vais te dire que je pense que je fais une suite, mais ça veut dire que je travaille sur une suite. Fait que j'ai un pseudo-scoop en ce moment, évidemment. Je veux dire, il va y avoir une suite, mais sois patient. C'est exactement. Non, mais j'ai un scoop, là. Là, il commence à y avoir pas mal de monde qui sont au courant. Là. Moi, je suis pas capable de mentir. Quand le monde me demande, veux-tu avoir une suite? Je suis comme, OK, whatever. Ouais. Avoir une suite. Et en terminant, La Petite Révolution, boum, toi-même, tu as gagné le prix Anticyclone, c'est ça? Oui, j'étais la première. Mais Caro, c'est la dernière, parce que je pense que là, Anticyclone, c'est plus sous forme de concours annuel. Là. C'est tu pitches ton projet, puis s'ils aiment ça, ils le prennent. OK. Puis c'est à n'importe quand dans l'année. Oui, moi, j'ai ouvert le bal. Il y a eu Jake Dion puis Jérémy Kaufman qui ont fait un petit... je pense que c'est un projet pilote, ça, d'Anticyclone. C'est comme première publication d'Anticyclone. C'est rare comme la merde de pape. Il y en a plus, oui, c'est ça. Ils l'ont pas réimprimé. Moi, je pense que c'était un test plus que d'autres choses, mais c'était un bon test, mais je pense que c'était un test. Officiellement, c'était moi la première. Oui, ben je me rappelle, quand je te dis, on s'était rencontrés dans un Comic-Con. Un petit Comic-Con, puis on a passé une petite entrevue, je l'ai encore. J'ai même une photo de ça sur Facebook. Oh, oui, je m'en rappelle. Et puis, c'est ça, là, tu travaillais là-dessus. Tu finissais les dernières touches sur La Petite Révolution. Et puis, comme je te mentionnais tout à l'heure, en écoutant Les Mystérieux Étonnants, il faut que je les mentionne, Johan, il parlait de ça, puis il en avait parlé dans la dernière de l'émission, puis j'étais allé l'acheter tout de suite, et tu m'as fait pleurer. Mais c'est beau, je veux dire,
c'est beau, c'est pas fait pleurer parce que j'étais un gars quétaine, mais c'était bon. Ben merci. Moi, quand les gars... Mais bon, en fait, n'importe qui, si je fais pleurer le monde, moi, c'est signe que j'ai réussi à rendre mes personnages assez attachants en 100 pages, ce que je trouve qui est quand même pas pire. C'est pas beaucoup, 100 pages. C'est-à-dire, je pensais que c'était plus épais. Quand j'ai vu le livre sorti, imprimé, je m'étais fait une idée que ça allait être plus gros que ça. J'étais un petit peu déçue. Je suis ouais, ça me semble, c'est mince. Mais bref, c'est signe que j'ai réussi, ou en tout cas assez réussi pour toucher les gens. Moi, je trouve que ça me fait un petit velours, là, que le monde me dit ça. Là, ouais. Puis là, as-tu d'autres projets? Je veux dire, là, je sais qu'en ce moment, tu fais beaucoup les tomes des boomeries, mais aurais-tu envie de faire un autre projet qui ressemble un peu à la petite révolution? Pas la même histoire, mais tu sais, de faire une histoire complète du début jusqu'à la fin. Oui, je suis en train de travailler sur un scénario. J'ai déjà mon éditeur. Ça sera pas front froid. Puis c'est un mélange, comment je pourrais dire ça? C'est un heureux mélange des boomeries puis de la petite révolution, dans le fond, parce que c'est inspiré de faits réels, mais c'est une sorte en temps de guerre. Je vais m'en tenir à ça, mais je suis encore juste sur le scénario. Là. J'ai à peu près fini au tiers. Ouais. Intéressant. Ça va pas aussi vite que je voudrais, là, mais là, quand j'ai une petite fille d'1 an et demi d'un jambe à tout bout de champ, fait que je peux juste travailler quand t'adores. Des excuses. Essaie d'en avoir 2. Essaie d'en avoir 2, tu vois. C'est encore... J'ai un de mes amis qui m'a donné un conseil, mais qui m'a dit une vérité que je veux dire à toi. C'est quand tu as un deuxième enfant, tu réalises tout le temps libre que tu avais quand tu en avais juste un. C'est fun, ça. C'est une vérité absolue. Bon, ben ça m'inquiète pas pareil. Ben, je vous souhaite la plus grande des chances dans vos projets, avec ton lapin qui mange tes coins de mur et ta fille peut-être qui mange des coins de mur. Alors... merci. Ouais, oui, c'est drôle, ça finit merci. Oui, parce qu'évidemment, les gens ne le voient pas. En ce moment, on est dans l'Agora. C'est nous, en ce moment, qui faisons la conférence elle-même avec du Beethoven. Alors, il y a